L'innovation militaire est toujours à la pointe du progrès. Contre toute attente, bon nombre d'armes mortelles d'aujourd'hui sont les lointaines descendantes d'engins conçus dans l'Antiquité. Voici l'histoire des redoutables machines à tuer des temps anciens. Jadis, la mort faisait partie du quotidien. Les anciens ne considéraient pas la mort comme nous. Aujourd'hui, nous caressons tous l'idée de vieillir paisiblement jusqu'à notre dernier jour. Pour eux, la mort pouvait frapper à tout moment. Dans un monde où la mort était une réalité bien tangible, les engins destinés à tuer devinrent de plus en plus sophistiqués. Tel ce four où les victimes étaient brûlées vives. Beaucoup de récits de torture circulaient dans le monde antique. Les gens écoutaient, fascinés d'horreur, la description des tout derniers supplices. Des machines à décapiter ouvraient les portes de l'au-delà en un instant. Des tours mobiles apocalyptiques d'une taille gigantesque faisaient, paraît-il, des centaines de victimes en quelques minutes. Bien des inventions de sinistre réputation ont laissé leur horrible trace jusqu'à nos jours. Cet engin transperçait tout, les armures, les corps, les chevaux. Obsédé par le désir d'infliger de la souffrance à ses ennemis, l'homme a poussé son génie macabre au plus haut niveau dans ce domaine. Le développement technologique était en ce temps-là aussi recherché qu'aujourd'hui. On s'intéressait à tout ce qui pouvait avoir une application militaire. Aujourd'hui, l'équipe des grandes inventions de l'Antiquité se penche sur l'histoire des terribles machines à tuer. Dans des monastères perdus aux confins de la Chine, des moines ont passé des milliers d'années à développer l'une des machines à tuer les plus sophistiquées de l'histoire. Mais pour commencer, ils ont utilisé l'arme la plus simple, celle dont presque tout le monde se sert sans pour autant connaître son pouvoir mortel, la main. Quand on a besoin de se défendre, dans 98% des cas, on est sans armes. Alors mieux vaut connaître des techniques de combat à main nue. En cas d'attaque surprise, on a toujours ses mains sur soi. Ian Armstrong a consacré sa vie aux arts martiaux de Shaolin. Il est l'un des rares occidentaux à avoir été formé en Chine. Ce n'est que lorsque le travail du métal a pris son essor que les adeptes du kung-fu et les assassins de la Chine ancienne ont étendu leur potentiel meurtrier. En Chine, les bandits sévissaient encore jusque dans les années 50. La plupart d'entre eux utilisaient le genre d'arme que vous voyez ici. Face à un assaillant armé d'un truc pareil, si vous n'avez rien de similaire à lui opposer, vous êtes mal parti. Une arme lourde comme celle-ci est très efficace contre un assaillant en armure. Cette hache peut très bien transpercer un casque en métal, ouvrir un crâne ou briser une nuque. Au fil du temps, les armes de kung-fu gagnent en complexité, au point que l'on douterait même de l'existence de certaines d'entre elles. Voici mon interprétation d'un dispositif chinois très étrange et mystérieux. Aujourd'hui, on l'appelle la guillotine volante. Les Chinois l'appelaient la sanglante. Elle a été créée pour décapiter un adversaire. Des sources japonaises y font vaguement allusion. Apparemment, elle était utilisée par des tueurs d'élite. Elle a un faux air de soucoupe volante et se décompose en plusieurs parties. Le disque supérieur est relié à la base par un cylindre en tissu. On pense qu'on envoyait ou qu'on plaçait le tout sur la tête de la victime comme une cagoule. L'anneau inférieur, suspendu au tissu, descendait au niveau du cou. L'assassin se tenait sans doute à 8 ou 9 mètres de sa victime. Il tenait dans sa main cette cordelette, et dès qu'il tirait violemment dessus, les lames entraient en action. Compte tenu du savoir-faire des forgerons chinois et japonais de l'époque, on peut imaginer que ces lames étaient aiguisées comme des rasoirs. En théorie, cet engin pouvait trancher une tête. Mike Paul enseigne le kung-fu. Voilà 12 ans qu'il pratique le maniement des armes longues.
Il est rompu à la technique de la chaîne et de la boule, un poids de 900 grammes au bout de 2,40 m de corde de soie. Les moines consacraient leur vie au kung-fu. Ils s'entraînaient probablement comme je le fais là, 5 ou 6 heures par jour. Ils pouvaient sans doute atteindre un oiseau dans un arbre. Dans des mains expertes, ce dispositif très simple devient une arme redoutable. Quelle est la réelle efficacité de la guillotine volante plus complexe? L'idée, c'est d'envoyer l'engin sur la tête de la victime, si possible, et puis de tirer violemment sur la corde pour la décapiter. Pour moi, il est impossible de surprendre quelqu'un avec cette arme. Si elle a vraiment été utilisée, c'était sûrement par des assaillants tapis dans un buisson ou cachés dans un arbre, qui faisaient tomber le sac sur la tête de leur victime. Au dernier moment, ils positionnaient le dispositif, tiraient sur la corde et décapitaient leur ennemi. Cette démonstration montre que la guillotine volante a pu servir lors d'assassinats, mais qu'en dehors d'utilisation très précise, elle n'était pas très pratique. Ian Armstrong, maître de kung-fu, pense que le pouvoir de ce dispositif tient surtout à son côté mythique et mystérieusement complexe. La guillotine volante fait trembler parce qu'elle est auréolée de mystère. Personne n'en a jamais vu. Quoi de plus efficace pour terroriser les gens que l'inconnu? Les rumeurs d'assassins qui rôdent, armés de guillotines volantes, et qui décapitent leurs victimes. Dès qu'on trouvait un corps sans tête, c'était forcément l'œuvre d'une guillotine volante, cette arme terrible. À certains égards, une arme qui sème la terreur peut avoir un impact psychologique colossal. Rien que l'idée que de telles armes traînent dans les parages rend les gens nerveux. La peur de souffrir et de mourir est une arme aussi redoutable que celle qui fait vraiment des victimes. La preuve, les gens parlaient de ces armes. Dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, les rumeurs propageaient régulièrement des récits de souffrance et de supplice. On raconte qu'un roi faisait larder ses ennemis de beurre avant de les faire dériver en mer, attachés sur une barque. Les mouches venaient pondre leurs œufs dans leurs plaies, et ces malheureux finissaient par être grignotés vivants par les asticots. Phalaris, un roi grec qui régna au VIe siècle avant Jésus-Christ, ordonna la construction d'un engin de torture destiné aux exécutions et à inspirer la terreur. Avec ce taureau, ce tyran a érigé la torture en une forme d'art. Il avait commandé à un artisan un taureau en métal, dans lequel il faisait enfourner ses opposants. Ce taureau pouvait contenir jusqu'à 10 personnes. On allumait ensuite un feu dessous et les pauvres victimes, enfermées dans ce four abominable en forme de taureau, rôtissaient. La foule pouvait entendre leurs hurlements de douleur, tandis qu'ils mouraient lentement. Un détail particulièrement horrible nous est parvenu. 2 flûtes étaient insérées dans le taureau, de sorte que les cris des malheureux en train de cuire semblaient être les mugissements de la bête de métal. C'était une façon de transformer la mort en un spectacle horrifiant. Comme la guillotine volante, le supplice du taureau d'airain a bâti sa légende tant sur sa réputation que sur sa réelle efficacité. La terreur qu'inspiraient de tels dispositifs reposait sur le mystère qui les entourait. Une autre arme de l'Antiquité reste elle aussi très énigmatique. Le secret du feu grégeois s'est perdu dans les méandres du temps. L'équipe des grandes inventions de l'Antiquité a décidé de redonner vie à une arme incroyable, un lance-flamme disparu depuis des centaines d'années. Richard Windley est aux commandes de ce mortel engin. Les mécaniques destinées à tuer sont généralement auréolées de mystères et de légendes amplifiées et déformées par leurs concepteurs dans le but de terrifier l'ennemi. Le secret défense qui entoure la fabrication des armes les plus précieuses ne date pas d'hier. Il y a 1000 ans déjà, les inventeurs d'un dispositif offensif ont emporté dans la tombe les plans de cette découverte explosive.